De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité consultant financier Erika Deschamps est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembok et Alfred Chango. Et elles sont debout bien avant le chant du coq. Elles nourrissent de façon directe ou indirecte les citoyens du monde. Depuis 2008, les Nations Unies consacrent la femme rurale les 15 octobre de chaque année. Le but étant de sensibiliser sur le rôle économique apporté par la femme rurale, tant sur le plan local que national. Les précisions sur les potentiels économiques apportés par ces femmes vivant et travaillant dans les campagnes avec Arwa Barkala. Elle compte pour 43% de la main-d'œuvre agricole. Les femmes en milieu rural sont célébrées par les Nations Unies ce jeudi 15 octobre. Depuis 2008, l'institution mondiale souhaite sensibiliser sur les apports économiques, souvent méconnus ou négligés, de la femme rurale sur l'économie locale et nationale. Dans nos zones rurales, il existe la production. Mais après la production, c'est peut-être la commercialisation de manière informelle. Nous n'avons pas compris que tous les pays asiatiques qui se sont développés et tous les pays qui se sont développés depuis le 19e siècle ont été développés par leur petite industrie. Nous sommes en train de lutter pour qu'il existe une économie rurale pour deux raisons. La première raison, c'est pour fixer les populations dans l'espace rural et combattre l'exode rural. Mais la deuxième raison, c'est pour avoir une économie équilibrée. On ne peut pas avoir des pays comme le Sénégal où tout se passe à la capitale et rien dans l'intérieur du pays. Le potentiel économique reste difficilement mesurable, mais l'on sait que la part des femmes dans le travail agricole atteint par exemple au Cameroun 80%. Les Nations Unies veulent rendre compte de la responsabilité sanitaire et sociale jouée par ces femmes qui vivent en milieu rural. Leur responsabilité en matière de sécurité sanitaire est immense. Elles se trouvent en première ligne lorsqu'il s'agit de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté. Au Bénin, leur rôle social est reconnu et mis en avant. En dehors de ce qu'elles font dans le cercle familial, c'est-à-dire avec leur mari et consorts, elles se retrouvent aussi en association et font des champs, des cultures et puis du maraîchage. C'est des associations qui sont très organisées et quand les produits finis sont récoltés, donc tout ça est convoyé dans nos marchés. En dehors de ça, elles sont aussi en groupement pour la transformation de ces produits. Parmi les 17 nouveaux objectifs de développement durable visés par l'ONU pour l'année 2030, plusieurs concernent directement la femme rurale, comme celui de l'élimination de la faim et de l'extrême pauvreté, ainsi que celui de la promotion de l'autonomisation des femmes. Samuel, peut-être rappeler le thème retenu cette année pour la célébration de la femme rurale, le thème donc accès des femmes aux ressources financières dans le secteur agroalimentaire. Ça paraît évident, c'est un grand défi et un énorme chantier. Oui, c'est un grand défi et un énorme chantier, c'est d'autant plus que le rôle social et économique de la femme dans les pays en développement est déterminant. C'est un rôle décisif pour les économies qui dépendent pour leur grande part à l'agriculture. Et donc c'est un secteur qui mérite d'être renforcé. Il faudrait renforcer les capacités en matière d'accès au matériel indispensables au développement de l'agriculture rurale. Ce sont des femmes parfois qui œuvrent en communauté avec des moyens rudimentaires. Et malgré ces moyens rudimentaires, elles arrivent quand même à réaliser des progrès extraordinaires. Donc je pense que les gouvernements, sous l'impulsion des Nations Unies et des organisations internationales, doivent se saisir de cette manne pour protéger à la fois ces femmes parce qu'elles travaillent généralement dans des conditions extrêmement précaires. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce thème soit axé essentiellement sur le financement, sur le renforcement de leurs capacités et sur la protection sociale de ces dernières. Oui, parce qu'Alfred, on le sait, pour booster, pour dynamiser sa production, il faut du matériel, il faut des terres. Or, ces femmes rurales sont souvent mal considérées, souvent analphabètes, déscolarisées très tôt. Elles sont mal perçues par la société et donc de fait par les banques qui ont du mal à leur accorder des crédits. Oui, c'est un paradoxe, Amira. Mais je dirais d'ailleurs, mais vous comprenez pourquoi chaque soir, je salue mes très chères téléspectatrices. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la femme rurale qui est mise en lumière par les Nations Unies et c'est bien ainsi, mais je pense effectivement que les pays africains auraient dû d'eux-mêmes justement prendre en charge cette question de la femme rurale qui participe pour beaucoup à la stabilité des familles, à la vie des familles.
Et donc, effectivement, aujourd'hui encore, on les voit travailler avec des moyens de bord, c'est-à-dire avec des houes, avec des choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu d'effort pour les amener justement à acquérir une forme de technicité, de savoir dans le maniement des outils qui leur permettraient de les affranchir justement de la servitude de la houe ou de la machette par exemple. Et puis, comme le disait Khadi Fall Tal dans le reportage au niveau du Sénégal, effectivement, il faut la petite agro-industrie justement dans les campagnes. Samuel disait, mais justement, évoquait les coopératives. C'est effectivement autour de ces genres d'initiatives et des financements de l'État conséquents qu'on pourrait assurer à la fois la promotion socio-économique de ces femmes-là, diminuer les contraintes liées au travail manuel à la houe et améliorer la qualité de vie à la fois de ces femmes et des familles. Et puis permettre justement, par cette production-là, d'aider à sortir de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Monsieur Adéchon, on peut clairement pointer du doigt la responsabilité des États justement dans cette faiblesse au niveau des aides apportées à ces femmes rurales. Au Cameroun, par exemple, ce sont en majeure partie ces femmes qui approvisionnent les grandes métropoles en produits verrouillés. Aujourd'hui, elles ont besoin, elles attendent beaucoup des droits fonciers, des accès au crédit, à la formation. Que font les États ? C'est là où le bas blesse. Les États sont complètement, je dirais pas démunis, mais ils sont passifs. Voilà, exactement, ils sont passifs à pouvoir répondre justement à ces populations-là qui sont souvent marginalisées et qui constituent quand même une certaine force, parce qu'elles participent justement à la sécurité alimentaire. Il faut dire que l'année dernière, déjà au niveau des Nations Unies, ils ont célébré l'agriculture familiale. Et aujourd'hui, le 15 octobre, on célèbre la femme rurale. C'est important, d'autant plus que aujourd'hui, on assiste à un exode rural massif. Et qui sont ceux qui partent la plupart du temps? Ce sont les hommes qui partent et ce sont les femmes qui restent, justement. Et il faut dire aussi le rôle social de ces femmes-là dans les campagnes, parce qu'elles participent à l'élaboration, justement, de la construction identitaire de la famille, puisque c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui alimentent, justement, les enfants. Aujourd'hui, il faut que les États africains se saisissent justement des besoins de leur population. Et je regrette énormément que l'autonomisation des femmes justement ne soit pas inscrite dans les 17 objectifs du développement durable qui ont été annoncés par les Nations Unies. Et espérons que, en tout cas, qu'ils prennent la pleine nécessité de leurs obligations afin qu'ils puissent répondre favorablement, en tout cas, aux besoins de ces populations de femmes qui constituent quand même 50% de la population africaine dans de nombreux pays. Et lancement du club des partenariats publics-privés au Cameroun ce jeudi 15 octobre. C'était à Douala, la capitale économique du pays. L'objectif est d'assurer un meilleur échange d'informations et une meilleure organisation afin de multiplier ces PPP qui apparaissent de plus en plus comme de véritables facteurs de développement pour le continent. Paul de Singwe. Le partenariat public-privé au service du développement en Afrique. Ces dernières années, ce mode de financement a permis la réalisation de nombreux projets structurants sur le continent. Aujourd'hui, il est perçu par certains spécialistes comme un véritable accélérateur de développement. Les infrastructures de base, pour la plupart, sont encore à construire. Et beaucoup de ces infrastructures, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine des routes, dans le domaine du transport, dans plein de domaines, restent encore des projets rentables et les primaires. Donc ça fait que les capitaux privés ont un intérêt à aller vers ces régions où les projets sont beaucoup plus rentables que les autres régions. Grâce à une capitalisation stratégique, le partenariat public-privé permet à l'État de lever les fonds pour la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'un service public par un partenaire du secteur privé. Par ailleurs, une redevance perçue grâce à l'utilisation du projet réalisé permet une rémunération du partenaire privé. Cette politique a permis à certains pays la réalisation d'infrastructures et à d'autres leur modernisation. C'est le cas entre autres du Sénégal, où grâce à un partenariat public-privé, l'État a pu financer l'aéroport Blaise Diagne de Dakar sur une superficie de 4500 hectares. Coût global du projet, 371 milliards de francs CFA. Même son de cloche en Côte d'Ivoire, là-bas, ce même mode de financement a permis au pays de construire le pont à péage Henri Konan Bédié.
Coût total du projet, 171 milliards de francs CFA. Pour le cas qu'on a besoin en Côte d'Ivoire ou bien pour la rapport du Sénégal, le projet du Sénégal. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes encore dans des pays où il y a des ports à construire, il y a des autoroutes à construire, et il y a des aéroports, il y a énormément de projets à construire. Et nous sommes dans des pays en croissance. Donc, ça veut dire que la suite, c'est puisque les besoins sont là, puisque c'est des projets rentables, la suite, c'est de bien avoir le cadre qui permet d'attirer ces capitaux privés-là. Afin de faciliter la mise en place des partenariats publics-privés en Afrique, la Banque africaine de développement encourage les pays africains à se doter d'un cadre juridique adapté à ce concept et surtout à améliorer leur climat d'affaires. Samuel, on l'a vu dans le sujet, ces PPP ont permis de grandes réalisations sur le continent africain. Oui, c'est clair que beaucoup de réalisations ont été faites grâce au partenariat public-privé en Afrique et globalement sur le continent. Je pense que la création des clubs du partenariat public-privé est une bonne chose. Pourquoi? Parce que jusque-là, cette initiative est restée la chasse gardée des gouvernements. L'expression du partenariat public-privé est restée dans plusieurs administrations, dans des cadres de concertation interministérielle où on invitait parfois de façon très arbitraire tel ou tel opérateur économique. Ces initiatives sont restées sans aucun ancrage véritable dans le secteur privé. Et donc je pense que la création de ces clubs va renforcer ce dynamisme-là et va donner au secteur privé plus de moyens de façon beaucoup plus conventionnelle pour agir sur les initiatives gouvernementales. Alfred, ces PPP, un mode de financement qui correspond au modèle économique africain ? Je pense effectivement qu'il faut réfléchir au transfert de ce concept, qui est parti de la France ici, mais comme le rappelait si bien Samuel, c'est resté dans le secteur vraiment de l'administration publique. Et petit à petit, effectivement, ça a diffusé au sein de la société. Je pense que ça peut être un modèle comme un autre et que la Banque africaine de développement incite les États justement à créer cela. Ça permettrait effectivement d'éviter un certain nombre de choses que nous connaissons aujourd'hui dans la passation de marché, par exemple l'arbitraire et puis les rétrocommissions. Puisque en amont, les projets auront été discutés, pensés entre les différents partenaires. Ensuite, les objectifs à atteindre et puis la manière de les réaliser, de les finaliser. Donc, ça permet une meilleure optimisation des moyens dans tous les sens du terme et qu'au bout du compte, que les projets aillent jusqu'au bout de leur réalisation et puis de cette manière-là, à la fois les États et puis les institutions publiques, les personnes publiques ou les privés, ils retrouveront leur compte. Monsieur Adéchian, c'est PPP, un mode de financement qui, comme tous, a ses limites. Oui, bien évidemment, surtout dans nos pays africains où le cadre juridique est souvent absent. Et ce qu'on observe aussi dans un certain nombre de pays, c'est une manière aussi de contourner le contrôle législatif, puisque les partenariats publics-privés ne respectent pas forcément le même contrôle parlementaire que les autres accords de prêt et de financement avec les partenaires multilatéraux. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a des besoins, en tout cas, et contrairement aux anciens bailleurs, que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ou d'autres partenaires, pour ne pas citer que ces deux-là, c'est une réponse justement de pouvoir réaliser les infrastructures dans un temps relativement court. Et c'est aussi un bon moyen de pouvoir en tout cas donner à la fois du travail sur place et pouvoir faire surgir des infrastructures pour les pays africains. Et Dieu se sait qu'on en a besoin. Merci Monsieur Adéchian d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Alfred. C'était un ravissement de vous retrouver sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Merci beaucoup Amira et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission, toujours en cette semaine spéciale Bénin. À très vite.